Coucou, coucou! Bonjour à tous et bienvenue dans Évolution avec l'âme des célébrités, l'émission où l'on explore la vibration, l'essence et la mission des personnalités qui marquent notre imaginaire et où l'on découvre ce qu'elles réveillent en nous. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire du monde énergétique, exploratrice de l'âme humaine et guide dans l'art sacré d'aligner votre essence avec votre personnalité. Chaque semaine, je vous accompagne dans un voyage intérieur où spiritualité, psychologie, intuition et humanité se rencontrent. Aujourd'hui, on se fait un cadeau, un vrai, un plaisir assumé, savouré, pleinement féminin, parce qu'on accueille deux archétypes masculins qui ont marqué Hollywood, deux présences qui incarnent la force, la beauté, la noblesse, la douceur et la puissance. Et c'est un spécial Chris Pine et Chris Hemsworth. Deux hommes, deux énergies, deux univers et pourtant un point commun. Ils réveillent en nous ce qu'il y a de plus vivant, de plus vibrant et de plus féminin. Dans cette émission, nous allons explorer leur essence énergétique. Dans cette émission, nous allons explorer leur essence énergétique, comprendre leur archétype masculin qui viennent activer dans le féminin, les inviter à notre table ronde céleste, entendre leur point de vue symbolique sur les enjeux du monde, recevoir leur message pour les femmes et qui sait vivre un soin énergétique qui harmonise les polarités. Aujourd'hui, on étire le plaisir d'être une femme avec notre spécial Jour de la femme la semaine passée. On se laisse inspirer, on se laisse toucher, on se laisse regarder intérieurement par ces deux présences masculines qui, chacune à leur manière, nous rappellent que la beauté masculine n'est pas qu'esthétique, elle est vibratoire, protectrice et expansive. Alors, installez-vous, respirez, ouvrez votre cœur et laissez Chris Pine et Chris Hemsworth vous rencontrer autrement. Commençons par les retours. Les retours, c'est la partie de l'émission au début où on revient sur des points précis où les âmes que nous avons reçues dans les émissions précédentes apportent quelque chose de nouveau. Et cette semaine, je me suis gâtée. J'ai échangé avec Carl Gustav Jung, un célèbre psychologue décédé. Et le premier Bouddha qu'on a fait lors du spécial Jour de l'an chinois en février. Bon, je vous explique un peu comment ça s'est passé. Je leur ai demandé, écoutez, là, l'humain émotionnel qu'il est, là, a beaucoup de difficultés à prendre du recul quand l'émotion monte. Puis, comment qu'on fait dans ces moments-là pour laisser la sagesse et la vérité émerger en douceur? J'ai exposé que l'humain, dans son ego et sa personnalité, est une accumulation de souffrances, de blessures, de mécanismes de protection, d'ego et d'émotions mal gérées, de pollution énergétique. Là, j'ai dit, s'il vous plaît, je veux des trucs pour nous ramener dans le cœur, à notre âme, pendant que ça brasse dans l'humain qui vit sur Terre. Puis je sollicite leur sagesse et leur explication, ne serait-ce même qu'une bénédiction, pour nous éclairer dans notre évolution. Et c'est Carl Gustav Jung qui s'est avancé en premier. C'est une présence très calme, dense, ancrée. Il parle comme quelqu'un qui connaît les profondeurs de l'âme humaine. Alors, Jung dit, quand l'émotion monte, ce n'est pas un problème, c'est une invitation. L'émotion n'est jamais l'ennemi, elle est un messager. Elle te montre ce que tu n'as pas encore vu, ce que tu n'as pas encore accueilli, ce que tu n'as pas encore intégré. Le recul ne vient pas en rejetant l'émotion, mais en la regardant comme un symbole. Demande-toi, qu'est-ce que cette émotion veut me dire sur moi-même? La sagesse commence là, la vérité commence là. Puis John Young offre un outil simple. Il dit nommer l'émotion. La nommer, c'est déjà la contenir. La contenir, c'est déjà la transformer.
Et Bouddha s'avance, sa présence est silencieuse, stable, vaste. Il ne parle pas tout de suite, il laisse un espace, et dans cet espace, la vérité se dépose. Et ensuite, il dit, la souffrance naît de l'attachement. L'attachement à ce que tu crois que la vie devrait être. L'attachement à ce que tu crois que les autres devraient faire. L'attachement à ce que tu crois que toi-même tu devrais être. L'émotion monte. À ce moment-là, respire, observe, ne t'identifie pas à elle, parce que tu n'es pas l'émotion, tu es celle qui la voit. Tu es l'espace dans lequel elle pense. Puis son outil, lui, c'est la respiration consciente. Une seule respiration profonde peut interrompre un mécanisme de protection, désamorcer l'ego et ramener la conscience dans le cœur. Puis j'ai remarqué que Jung et Bouddha, ensemble, c'était une sagesse unifiée. Ils se regardent et leurs enseignements se complètent. Jung explique que les mécanismes humains sont les blessures anciennes, les réactions automatiques, les protections, l'ego qui veut contrôler, les émotions mal gérées qui débordent. Bouddha explique la voie pour s'en libérer. L'observation, la non-identification, la présence, la compassion et le retour au cœur. Et ce qu'ils veulent que l'on comprenne, c'est que l'émotion n'est pas un ennemi, c'est une porte. Elle montre ce qui demande à être vu. Que le recul vient de l'observation, pas du contrôle. Ce qu'ils disent, c'est que tu n'as pas à gérer l'émotion, tu as à la regarder. Puis que le cœur est un point d'équilibre. Quand tu reviens dans ton cœur, tu reviens dans ton âme et ton âme n'est jamais en panique. Puis la sagesse émerge quand tu arrêtes de te battre contre ce que tu ressens. Dans l'accueil, la vérité apparaît. Et un truc pratique pour revenir dans le cœur quand ça brasse. Nommer ce que tu ressens. Carl Jung, je me sens frustré, triste, blessé, dépassé, parce que nommer égale contenir. Respirer profondément, ce que Bouddha suggérait, une respiration lente, consciente, qui ramène le système nerveux à zéro. Dire intérieurement, je ne suis pas cette émotion, tu es l'espace, pas la tempête. Mettre une main sur ton cœur. Le corps comprend ce geste, il se calme, il s'ouvre. Se demander qu'est-ce que cette émotion veut me montrer. C'est là que la sagesse émerge. Puis se rappeler, je suis une âme qui vit une expérience humaine et non l'inverse. Jung ajoute, tu deviens entière lorsque tu cesses de rejeter ce que tu ressens. Bouddha dit, tu deviens libre lorsque tu cesses de t'identifier à ce que tu ressens. Puis ensemble, ça dit que la paix n'est pas l'absence d'émotion, la paix est la capacité à rester présente au milieu d'elle. Alors voilà, ça a été un petit brin de conversation qui aurait pu continuer. Hein? C'est ce genre de sujet qu'on peut plonger profondément. Mais au moins, ça donne une belle base pour passer une belle journée et qui sait, une nouvelle manière de vivre sa vie. Retour numéro 2 avec le concept de la table ronde céleste. On poursuit le jour de la femme avec 5 femmes à la table ronde céleste. Et puis, c'est Julie Andrews. Oui, je me suis dit, elle a joué avec Chris Pine dans The Diary Princess 2, précisément. Alors, je me suis dit, tiens, je vais la mettre dans son émission. C'est alors que la lumière autour de la table ronde céleste se transforme. Elle devient nacrée, douce, presque musicale. Un souffle léger traverse l'espace, comme si l'air lui-même se souvenait d'une chanson ancienne. Julie Andrews apparaît dans la clarté laiteuse, une élégance qui ne cherche pas à impressionner, mais qui apaise simplement par sa présence.
Elle avance avec la grâce d'une femme qui a traversé la vie en portant la dignité comme manteau. Chaque pas semble dire la douceur n'est pas faiblesse, la douceur est une force qui ne s'excuse pas. Elle s'assoit, la table entière se calme, les énergies se rencontrent, le cœur collectif s'ouvre. Julie Andrews apporte une vibration rare, celle de la pureté, de la bienveillance et de la majesté tranquille. Julie Andrews observe le monde avec une sagesse qui ne juge pas, mais qui voit profondément. Elle identifie trois grands enjeux comme la perte de l'émerveillement. Elle dit que l'humanité a oublié comment s'émerveiller, comment s'arrêter, comment regarder la beauté simple, comment honorer la vie dans ses détails les plus subtils. Elle murmure quand on ne voit plus la beauté, on ne voit plus la valeur. Et quand on ne voit plus la valeur, on cesse de protéger ce qui est précieux. Elle parle également de la dureté émotionnelle. Elle voit un monde où les gens se protègent en devenant durs, où la vulnérabilité est perçue comme un danger, où la tendresse est confondue avec la faiblesse. Elle dit que la dureté n'est pas un bouclier, que c'est une prison. Elle parle également de la déconnexion intergénérationnelle. Elle observe que les générations ne se parlent plus, les jeunes ne reçoivent plus la sagesse, les anciens ne reçoivent plus l'écoute. Elle dit un monde qui ne transmet plus se perd. Pour les solutions personnelles et collectives, elle propose des solutions simples mais puissantes, des solutions qui ressemblent à sa vie. Elle parle de réintroduire la beauté dans le quotidien. Pas la beauté spectaculaire, mais la beauté simple, la beauté accessible, la beauté qui élève l'âme. Elle dit la beauté est un soin. Elle répare ce que la dureté a brisé. Elle parle de cultiver la douceur comme discipline. Elle explique que la douceur n'est pas un trait de caractère, mais une pratique, une manière de parler, une manière de regarder, une manière de respirer. Elle parle de ralentir pour ressentir. Elle invite à créer des espaces de lenteur dans la parole, dans les relations, dans les décisions et dans la vie intérieure. Elle dit que la sagesse ne se trouve jamais dans la vitesse. Elle parle également d'honorer la transmission. Elle encourage les femmes à raconter leur histoire, leurs blessures, leurs victoires, leur vérité. Elle dit que chaque femme est une bibliothèque vivante. Ouvrez vos livres. Julie Andrews se redresse légèrement. Son regard devient plus profond, plus lumineux. Puis elle dit, femmes de ce monde, vous êtes les gardiennes de la beauté intérieure. Vous êtes celles qui savent transformer le chaos en harmonie, la douleur en compassion, la vie en art. Vous n'avez pas besoin d'être forte pour être puissante. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être digne. Vous n'avez pas besoin de vous excuser d'être sensible. Votre voix est un instrument sacré. Votre douceur est un remède. Votre présence est une bénédiction. Revenez à votre cœur, à votre vérité, à votre lumière. L'âme de Julie illumine davantage, comme si elle apportait une douceur dans son énergie davantage, mais c'est une lumière nacrée qui se dépose sur la table, puis sur chaque cœur présent. Elle dit, je vous bénis de la douceur qui guérit. Je vous bénis de la beauté qui élève. Je vous bénis de la paix qui apaise. Je vous bénis de la grâce qui vous habite déjà. Que votre cœur reste ouvert, que votre voix reste vraie, que votre lumière reste pure
et que votre âme se souvienne toujours qu'elle est née pour aimer et être aimée. Puis la lumière se dépose, elle sourit et la vibration de la table s'élève encore. Et c'est alors que j'ai eu l'idée de convoquer l'âme d'Anne Hathaway. Et la lumière a changé subtilement autour de la table ronde. Après la douceur nacrée de Julienne Rose, une lueur argentée apparaît, comme un reflet de lune sur l'eau. Anne Hathaway se manifeste dans cette clarté douce et vivante. Elle avance avec une sensibilité palpable, une présence qui ne cherche pas à briller, mais qui brille justement parce qu'elle ne force rien. Son énergie est celle d'une femme qui a appris à vivre avec un cœur ouvert, même quand le monde lui a demandé de le fermer. Elle s'assoit et immédiatement l'atmosphère devient plus intime, plus vraie, plus humaine. Anne apporte la vibration de la vulnérabilité courageuse, celle qui ose ressentir, qui ose dire, celle qui ose être vue. Anne observe le monde avec une lucidité tendre, comme quelqu'un qui voit les blessures sans jamais perdre espoir. Elle identifie trois grands enjeux. La honte émotionnelle. Elle dit que le monde souffre d'un tabou immense, la honte de ressentir. La honte d'être triste, la honte d'être fragile, la honte d'être touché, la honte d'être humain. Elle murmure, la honte est un poison silencieux et nous fait croire que ce qui est vivant en nous est un problème. Elle parle également du perfectionnisme social. Elle voit une société obsédée par l'image, la performance et la façade. Elle dit, nous vivons dans un monde où l'on préfère paraître bien que de se sentir bien. Et cela nous brise. Elle soulève également la peur du jugement. Elle observe que les femmes se censurent, se contractent, se diminuent par peur d'être mal perçues. Elle dit, le jugement est devenu une arme. Nous l'avons tourné contre nous-mêmes. Anne propose des solutions profondément humaines, des solutions qui ressemblent à son propre chemin. Elle parle de normaliser la vulnérabilité. Elle invite à dire: je ne vais pas bien aujourd'hui, j'ai peur, je suis touchée, j'ai besoin d'aide. Elle dit: la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est un langage et nous devons réapprendre à le parler. Elle suggère également de créer des espaces de vérité. Elle encourage les femmes à se réunir, à parler vrai, à déposer leur masque, à partager leur histoire. Elle dit, la vérité partagée guérit, la vérité cachée détruit. Elle parle de cesser de s'excuser d'exister. Elle invite à arrêter de dire désolé d'être sensible, désolé d'être émotive, désolé d'être moi. Elle dit, vous n'êtes pas un dérangement, vous êtes un miracle. Elle parle également d'honorer les émotions comme des guides. Elle explique que les émotions ne sont pas des obstacles, mais des messagères. Que chaque émotion est une information. Écoutez-les, elles vous montrent le chemin. Anne ferme les yeux un instant, puis quand elle les rouvre, son regard est rempli d'une tendresse immense. Elle dit, femme du monde, vous n'avez pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Vous n'avez pas besoin d'être forte pour être respectée. Vous n'avez pas besoin de cacher vos larmes pour être digne. Votre sensibilité est un don. Votre cœur est un instrument sacré. Votre vulnérabilité est une force qui ouvre les portes de la guérison. Vous êtes ici pour ressentir. Vous êtes ici pour aimer. Vous êtes ici pour vivre pleinement, pas pour performer. Ne vous excusez plus d'être humaine, c'est votre plus grande beauté. Anne pose
une main sur son cœur. La lumière argentée se déploie autour de la table, douce, vibrante, enveloppante. Elle dit, je vous bénis de la permission d'être vous-même. Je vous bénis de la douceur que vous méritez. Je vous bénis de la vérité qui libère. Je vous bénis de la sensibilité qui vous guide. Que votre cœur reste ouvert même quand le monde vous demande de le fermer. Que votre lumière reste vraie même quand on vous demande de briller autrement. Et que votre âme se souvienne toujours que sa vulnérabilité est sa force. Et la lumière argentée se dépose, l'atmosphère devient plus profonde, plus vraie, plus humaine. Et c'est ainsi que la lumière autour de la table ronde change encore. Après l'argenté d'Anne Hathaway, une lueur dorée et pourpre se déploie, comme un lever de soleil sur un royaume intérieur. Queen Latifah apparaît dans cette lumière royale. Elle avance avec une assurance tranquille, celle des femmes qui savent qui elles sont, qui n'ont plus besoin de prouver, qui n'ont plus besoin de performer, qui n'ont plus besoin de se justifier. Et sa présence est un trône, sa démarche est une déclaration. Son énergie dit « Je suis ici, je prends ma place et je vous invite à faire de même ». Elle s'assoit et la table ronde se redresse. Les dos se détendent, les cœurs s'ouvrent, les limites intérieures se clarifient. Queen Latifah apporte la vibration de la souveraineté féminine, celle qui n'impose pas, mais qui s'affirme. Elle observe le monde avec un regard lucide, un regard qui voit les blessures, mais aussi la puissance qui sommeille. Elle identifie trois grands enjeux. La perte de valeur personnelle. Elle dit que les femmes ont été conditionnées à se diminuer, à se comparer, à se juger, à se mettre en dernier. Puis elle murmure que le monde souffre parce que les femmes ont oublié leur valeur. Et quand une femme oublie sa valeur, elle oublie son pouvoir. Elle parle également du manque de limites. Elle voit un monde où les femmes donnent trop, où elles s'épuisent, où elles portent ce qui ne leur appartient pas. Elle dit que l'absence de limites n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-abandon. Elle parle également de la déconnexion de la dignité. Elle observe que les femmes acceptent trop souvent le manque de respect, les relations déséquilibrées, les rôles qui les diminuent, les environnements qui les étouffent. Elle dit que la dignité est un droit, pas une récompense. Queen Latifah propose des solutions puissantes, terre à terre et incarnées, comme de se traiter comme une reine. Elle invite les femmes à se parler avec respect, à se regarder avec amour, à se choisir avec constance. Elle dit, ce que tu tolères devient ta couronne. Choisis-la avec soin. Elle parle de poser des limites claires. Elle encourage à dire non, pas comme ça, je mérite mieux, je ne me trahirai pas pour te plaire. Elle dit, une limite n'est pas un mur, c'est un acte d'amour envers soi-même. Elle parle de s'entourer de personnes qui élèvent. Elle insiste sur l'importance du cercle, des femmes qui se soutiennent, qui célèbrent, qui inspirent, qui ne rivalisent pas. Elle dit une reine ne règne jamais seule. Elle règne avec son royaume intérieur et avec les femmes qui l'entourent. Elle parle de choisir la dignité plutôt que la validation. Elle explique que la validation est un piège, une dépendance, une illusion. Elle dit la dignité te construit. La validation te consomme. Choisis ce qui te rend entière. Queen Latifah se penche légèrement vers l'avant. Son regard devient profond, presque maternel, presque ancestral. Elle dit, femme du monde, vous êtes née pour occuper votre place, pas pour vous excuser, pas pour vous cacher, pas pour vous diminuer.
Votre valeur n'est pas négociable, votre lumière n'est pas optionnelle, votre présence n'est pas un accident. Vous êtes des reines, pas parce que vous êtes parfaite, mais parce que vous êtes vivante, résiliente, courageuse et capable de vous relever encore et encore. Reprenez votre trône intérieur, reprenez votre voix, reprenez votre dignité, reprenez votre pouvoir. Le monde a besoin de femmes qui se tiennent droites, pas pour dominer, mais pour inspirer. Queen Latifah ferme les yeux un instant, puis c'est une lumière dorée pourpre qui se déploie autour de la table, riche, chaude, enveloppante. Elle dit: Je vous bénis de la force qui ne crie pas. Je vous bénis de la dignité qui ne vacille pas. Je vous bénis de la confiance qui ne dépend de personne. Je vous bénis du courage de vous choisir. Que votre trône intérieur soit solide, que votre voix soit claire, que votre cœur soit souverain, et que votre âme se souvienne toujours qu'elle est née pour régner sur sa propre vie. Puis la lumière se dépose, la table vibre d'une puissance tranquille et d'une force féminine assumée. La lumière change encore. Après la souveraineté dorée de Queen Latifah, une vibration électrique traverse l'espace. Un éclat violet, vibrant, indomptable se déploie autour de la table ronde. Puis, il y a d'autres couleurs aussi, comme le bleu cobalt, le jaune, le rose. En tout cas, elle est pas mal arc-en-ciel, notre prochaine invitée. Cher apparaît dans cette lumière comme une comète. Elle avance avec une assurance flamboyante, celle des femmes qui ont brûlé les règles, qui ont traversé les tempêtes, qui ont refusé de se laisser définir. Sa présence est un manifeste. Son énergie dit: Je suis moi et je ne m'excuserai jamais pour ça. Elle s'assoit et immédiatement, l'atmosphère devient plus libre, plus audacieuse, plus vivante. Cher apporte la vibration de la liberté féminine, celle qui ose, celle qui casse les moules, celle qui ouvre les chemins. Cher observe le monde avec un regard lucide, un regard qui voit les chaînes invisibles, les conditionnements, les prisons intérieures. Elle identifie trois grands enjeux. La peur d'être différent. Elle dit que le monde pousse les femmes, entre autres, à se conformer, à se fondre, à se lisser, à se taire. Elle murmure que le monde souffre parce que les femmes ont peur d'être trop. Trop fortes, trop brillantes, trop elles-mêmes, trop autonomes. Elle souligne également l'autocensure. Elle voit des femmes qui se retiennent, qui se contractent, qui se diminuent pour ne pas déranger. Puis elle dit: La pire cage est celle qu'on construit soi-même. Elle souligne également que le regard des autres agit comme une prison. Elle observe des gens qui vivent sous le poids du jugement, du qu'en dira-t-on, et recherchent un besoin d'approbation. Elle dit que les regards des autres n'est pas un miroir, c'est une illusion. Ne lui donnez pas votre pouvoir. Elle souligne également, au niveau des solutions personnelles et collectives, Chair propose des solutions radicales, libératrices et incandescentes, comme casser les règles qui ne servent plus. Elle invite à remettre en question les normes, les attentes, les rôles, les traditions qui étouffent. Elle dit: si une règle t'empêche d'être toi, elle n'est pas faite pour toi. Elle parle d'oser d'être unique. Elle encourage à cultiver ce qui nous distingue, ce qui nous rend vivants, ce qui nous rend vrais. Elle dit également que notre différence est notre signature. Ne la diluez pas. Elle parle aussi de se libérer du regard des autres. Elle explique que la liberté commence quand on cesse de chercher la permission. Puis elle ajoute: si tu attends que quelqu'un t'autorise à être toi, tu vas attendre toute ta vie. Donc, donne-toi ta propre permission. Elle propose également de suivre sa propre voie,
Elle insiste sur l'importance de l'intuition, de la vérité intérieure, de la cohérence personnelle. Elle dit que la seule voie qui doit guider ta vie, c'est la tienne. Cher se penche légèrement vers l'avant et son regard devient brûlant, lucide et libérateur. Elle dit, femme du monde, vous n'êtes pas ici pour rentrer dans un moule, vous êtes ici pour le briser. Vous n'êtes pas ici pour plaire, vous êtes ici pour exister. Vous n'êtes pas ici pour être sage, vous êtes ici pour être vrai. Votre liberté est sacrée. Votre vérité est non négociable. Votre unicité est un cadeau pour ce monde. Osez être trop, osez être vous, osez être libre. Puis Cher illumine son cœur, puis sa lumière violette flamboyante se déploie autour de la table, vibrante, électrique et vivante. Puis elle dit, je vous bénis de la liberté d'être vous-même. Je vous bénis du courage de dire non. Je vous bénis de la force de suivre votre propre voie. Je vous bénis de l'audace de briller sans vous excuser. Que votre feu intérieur ne s'éteigne jamais, que votre vérité vous guide, que votre liberté vous protège, et que votre âme se souvienne toujours qu'elle est née pour être indomptable. La lumière violette se dépose, la table vibre d'une énergie nouvelle, celle de la liberté assumée. Et la lumière change une dernière fois. Après le violet électrique de Cher, une lueur rouge rubis envahit l'espace. Une lumière chaude, vibrante, théâtrale, presque vivante. Lisa Minnelli apparaît dans cette clarté flamboyante. Elle avance comme une femme qui a tout traversé. Les triomphes, les chutes, les renaissances, les excès, les silences, les retours en scène. Sa présence est un spectacle en soi, mais un spectacle vrai, un spectacle qui ne cache rien et qui dit je suis encore là et tant que je suis là, je brille. Elle s'assoit et la table ronde s'illumine d'un feu intérieur. Lisa apporte la vibration de la résilience artistique, celle qui transforme les cicatrices en lumière, les épreuves en or et la douleur en vérité. L'âme de Lisa observe le monde avec un regard tendre et lucide, un regard qui reconnaît les blessures parce qu'elle les a vécues. Elle identifie trois grands enjeux. La honte des cicatrices. Elle dit que les femmes cachent leurs blessures, leurs histoires, leurs failles, comme si elles étaient des défauts. Et elle ajoute que le monde souffre parce que les femmes croient qu'elles doivent être impeccables pour être aimées, alors que ce sont leurs cicatrices qui les rendent magnifiques. Le masque social. Elle voit un monde où les femmes jouent des rôles, la forte, la parfaite, la gentille, la contrôlée. Mais elle dit le masque protège, mais il étouffe. Et un jour, il faut respirer. Elle soulève également la peur d'être vue dans sa vérité. Elle observe que les femmes ont peur d'être trop sensibles, trop intenses, trop passionnées, trop vivantes. Elle dit la vérité fait peur, mais c'est elle qui libère. Au niveau des solutions personnelles et collectives, Lisa propose des solutions vibrantes, artistiques et incandescentes également, comme transformer les blessures en art. Elle invite à écrire, chanter, danser, créer, exprimer. Elle dit ce que tu exprimes te libère, ce que tu retiens te détruit. Elle parle également de célébrer les imperfections. Elle encourage à aimer ce qui dépasse, ce qui tremble, ce qui n'est pas lisse. Elle ajoute que la perfection est ennuyeuse, mais la vérité est magnifique. Elle parle également de vivre avec passion. Elle insiste sur l'importance de sentir, de vibrer, de s'engager, de vivre pleinement. Puis elle ajoute que la passion n'est pas un excès, c'est une preuve de vie. Elle parle également d'accepter d'être vue. Elle invite à se montrer tel qu'on est, sans filtre, sans masque, sans excuse. Puis elle dit, quand tu te montres vraiment, tu donnes la permission aux autres de faire pareil.
Lisa pose la main sur la table, son regard devient profond, intense et chargé d'une vérité qui vient du ventre. Elle dit: Femme du monde, vous n'êtes pas définie par vos chutes, vous êtes définie par vos retours. Vous n'êtes pas définie par vos cicatrices, vous êtes définie par la lumière qui en sort. Vous n'êtes pas définie par vos erreurs, vous êtes définie par votre capacité à aimer encore. Votre histoire n'est pas un fardeau, c'est votre scène, votre voix, votre force. Donc, osez être vivante, osez être intense, osez être soi. Le monde n'a pas besoin de femmes parfaites, il a besoin de femmes réelles. Puis Lisa ferme les yeux, la lumière rouge rubis se déploie autour de la table, chaude et vibrante, passionnée, et elle dit: Je vous bénis du feu qui ne s'éteint jamais. Je vous bénis de la passion qui vous aime. Je vous bénis de la force de vous relever encore et encore. Je vous bénis de la vérité qui vous rend belle. Que vos cicatrices deviennent des étoiles, que votre voix devienne un phare, que votre cœur reste ouvert même quand il tremble, et que votre âme se souvienne toujours qu'elle est née pour briller, pas pour se cacher. C'est alors que la lumière rubis se dépose, la table ronde céleste rayonne maintenant de toutes ses couleurs du féminin. Voilà ce qui a trait à nos retours d'émission cette semaine. Et puis nous enchaînons avec la présentation de la vidéo de Chris Pine, qui est un lien collé dans le descriptif de l'émission. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance avant notre rencontre énergétique avec Chris Pine, nous vous présentons un magnifique montage de ses apparitions marquantes réalisées sur la musique Hello de Beyoncé. Cette vidéo met en lumière toute la douceur, la noblesse et la présence magnétique de Chris Pine dans une atmosphère à la fois sensible et puissante. Laissez-vous porter par les images, laissez-vous nourrir et ouvrir par la musique de votre cœur et accueillez ce moment comme une invitation à découvrir le masculin lumineux, respectueux et inspirant. Alors aujourd'hui, nous recevons l'âme d'un artiste qui fait partie de ces visages hollywoodiens capables de traverser les genres, les époques, les univers avec une aisance remarquable. Chris Pine, de son vrai nom Christopher Whitelaw Pine, est né le 26 août 1980 à Los Angeles, au cœur même de l'industrie du cinéma. Il a grandi dans une famille d'acteurs. Son père, Robert Pine, est un visage bien connu de la télévision américaine et sa mère, Gwynne Guilford, a elle aussi mené une carrière d'actrice avant de devenir psychothérapeute. Il a une sœur, Catherine Pine, également actrice. Alors, il mesure 1,84 m, pèse environ 78 kilos et aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée de 35 millions de dollars. Chris Pine a suivi un parcours académique solide. Il fréquente l'école Oakwood dans la vallée de San Fernando, puis étudie l'anglais à l'Université de Californie à Berkeley, où il obtient son diplôme. Il passe ensuite une année à l'Université de Leeds, en Angleterre, avant de revenir aux États-Unis pour étudier l'art dramatique à l'American Conservatory Theatre de San Francisco. Il débute sa carrière à la télévision, apparaissant dans des séries comme Urgence, Les Experts, Miami, 6 Feet Under ou American Dreams. En 2004, il fait ses premiers pas au cinéma dans Un mariage de princesse aux côtés d'Anne Hathaway. Il enchaîne ensuite avec Lucy Girl, Bottle Shock et plusieurs rôles secondaires jusqu'à ce que 2009 change sa vie. Cette année-là, Chris Pine devient mondialement connu en incarnant le jeune capitaine James T. Kirk dans Star Trek de J.J. Abrams.
Le film est un immense succès, mais son interprétation lui vaut plusieurs prix et nominations. Elle reprend ce rôle dans Star Trek Into Darkness en 2013, puis dans Star Trek Sans Limite en 2016. Sa carrière se diversifie rapidement. Il partage l'affiche avec Denzel Washington dans Unstoppable, un succès critique et commercial. Il joue le prince charmant dans Into the Wood aux côtés de Meryl Streep. Il surprend dans le drame psycho-apocalyptique Z for Zachariah. Il impressionne dans Comancheria, un thriller acclamé par la critique. Elle rejoint l'univers des super-héros en incarnant Steve Trevor dans Wonder Woman et Wonder Woman 1984. Il tient le rôle du roi Robert Ier d'Écosse dans Outlaw King, une production de Netflix. Il prête sa voix à plusieurs personnages, notamment dans Les Cinq Légendes, Spider-Man The New Generation, Robot Chicken, Super Manson et American Dad. En 2019, il produit et joue dans la mini-série I Am the Night, inspirée de l'affaire du Dahlia noir. Et en 2022, il passe derrière la caméra et réalise son premier film, Pullman, présenté au Festival de Toronto en 2023. Sa filmographie compte aujourd'hui plus de 35 films, allant de la comédie romantique au drame historique, du blockbuster d'action au cinéma indépendant. Côté distinction, Chris Pine a reçu de nombreux prix dont le Screen Award du meilleur acteur, le Show West Award de la star masculine de demain, le CinemaCon Award de la star masculine de l'année et plusieurs récompenses collectives pour les Star Trek et Into the Wood et un Teen Choice Award pour Wonder Woman. Il a également été nommé au Saturn Award, au MTV Award, au People's Choice Award, au Kids Choice Award et au Primetime Emmy Award pour son travail vocal. Engagé, Chris Pine soutient plusieurs causes humanitaires dont les jeunes défavorisés, les enfants, les familles, la santé, l'alphabétisation, la santé mentale et les personnes vivant avec un handicap. Il contribue notamment au Boys and Girls Club of America, au Children's Defense Fund, à la Cystic Fibrosis Foundation, à Mick and Bookie et à la Orchidea Foundation. Sur le plan personnel, Chris Pine n'a pas d'enfant. Depuis 2023, il est en couple avec Kainia Sky-Venger, relation officialisée en Italie et confirmée publiquement lors des Golden Globes 2026. Avant cela, il a vécu une relation discrète de 4 ans avec l'actrice Annabelle Wallis et a été lié à Zoe Kravitz, Olivia Munn, Audrina Patridge et Sofia Boutella. Aujourd'hui, Chris Pine est reconnu comme l'un des acteurs les plus polyvalents de sa génération, capable d'incarner un héros d'action, un prince de conte de fées, un espion, un musicien, un roi, un personnage animé ou un homme brisé. Et désormais, il ajoute à son parcours le rôle de réalisateur, confirmant une carrière en constante évolution. Même si Chris Pine est surtout connu comme acteur, il a également touché au mannequinat, principalement dans ses campagnes de mode et les éditoriaux haut de gamme. Il a posé pour plusieurs magazines prestigieux, dont GQ, Esquire, Men's Health, Men's Journal et Vanity Fair, où il apparaît régulièrement en couverture ou en séance photomode. Il a aussi collaboré avec des marques de luxe, notamment dans des campagnes de style et de parfum, où son image est utilisée pour représenter un masculin élégant, moderne et accessible. Son allure classique, son charisme naturel et son style sobre mais raffiné ont fait de lui un visage recherché dans l'univers de la mode masculine, même s'il n'a jamais poursuivi une carrière de mannequin à temps plein. Il est aujourd'hui considéré comme une icône de style, souvent cité parmi les hommes les mieux habillés d'Hollywood. Je vous présente maintenant la deuxième trame sonore. Là, c'est Chris qui chante Small Town Saturday Night.
Pour poursuivre cette immersion dans l'univers de Chris, nous vous présentons maintenant un moment plus intime. C'est une vidéo où il chante et joue Small Town Saturday Night à la guitare. C'est une facette plus authentique, plus vulnérable, plus humaine de lui. Une simplicité désarmante, une voix chaleureuse, un charme naturel qui révèle sans artifice. Laissez-vous porter par cette ambiance douce et terre à terre, par ce masculin qui se dévoile sans performance, juste dans la présence, dans la musique et dans la vérité. C'est un instant qui nous rapproche de l'homme derrière l'acteur. Ce qu'on voit dans les énergies de Chris Pine, bon, il y a une analyse qui est présente. On voit que c'est quelqu'un qui réfléchit. Il y a aussi la précision, la lucidité et le perfectionnisme. Chez lui, c'est comme une vierge qui n'est pas timide, mais qui est affûtée, qui est intellectuelle, qui est observatrice, avec une capacité rare à lire les nuances humaines. Ce que ça donne chez lui, finalement, c'est un acteur qui travaille dans les détails. C'est une présence qui est maîtrisée. C'est une intelligence émotionnelle aiguisée. On voit qu'il y a un besoin de cohérence et d'authenticité, puis qu'il y a une sensibilité qu'il protège derrière cette façade calme. Il est de ces artistes qui cherchent à comprendre l'humain avant de l'incarner. Alors, tu as un esprit vif, un humour intelligent, un besoin de stimulation mentale, un charme verbal, une capacité à jouer des personnages complexes. Il y a une hypersensibilité, il y a une profondeur émotionnelle, il y a une intuition qui est forte, puis il y a un besoin de sécurité affective. Donc, il a une intériorité riche et une émotivité maîtrisée. Puis, Chris Pine dégage une vibration d'élégance naturelle, de charme diplomatique, de présence douce mais magnétique, un sens esthétique très développé. On voit le sérieux, l'ambition, la structure, puis la maturité précoce. Ça se ressent dans sa carrière avec la beauté, la profondeur et la discipline. Au niveau de son chemin de vie, ben, c'est le chemin de la puissance, de la maîtrise, de la réussite matérielle et de la transformation intérieure. Ce que ça signifie chez lui, finalement, ben, c'est un leadership naturel, une ambition assumée, une capacité à rebondir. C'est la relation particulière au pouvoir, puis il y a un besoin d'intégrer dans ses choix. Il doit apprendre à équilibrer force et vulnérabilité, le contrôle et le lâcher-prise. Ça fait partie de ce qu'il a travaillé maintenant. Au niveau de sa couleur d'âme, bon, Chris Pine porte une vibration indigo, celle des êtres lucides, analytiques, sensibles, visionnaires, qui voient à travers l'illusion. C'est la couleur des penseurs, des créateurs conscients, des êtres qui cherchent la vérité. Mais, oui, il y a un mais, vous pouvez aussi voir Chris dans le bleu cobalt, le jaune et le blanc sous différents aspects. Il a plusieurs aides à ce niveau-là. Au niveau de sa famille d'âme, il vient des analystes scribes. Ce que ça veut dire, les scribes, c'est ceux qui observent, qui décodent, qui comprennent, qui transmettent et qui incarnent la nuance. Ce sont des âmes qui viennent pour élever la conscience par la clarté. J'ai regardé aussi au niveau de quelques anciennes incarnations et j'ai vu un philosophe grec ou romain. C'était pas très clair du bord qui était ou du temps que c'était, mais on voit que c'est une incarnation où il a beaucoup réfléchi, beaucoup écrit, beaucoup analysé, beaucoup cherché à la vérité et à la partager. Ce qu'on me montrait en énergie, c'est que de ce qui l'a amené à cette époque-là est encore aujourd'hui accessible. Donc, ça doit être un philosophe. J'ai pas vu le nom, hein. Je suis désolée, mais ça a laissé une trace, puis probablement dans les cours de philosophie aujourd'hui dans le monde, on en parle encore.
J'ai vu également un moine copiste ou un érudit médiéval avec un travail minutieux, avec une discipline, une quête de sens, puis une solitude créative. J'ai vu un diplomate, puis un diplomate ou un conseiller royal. Ok, c'était dans ces fonctions-là. Et ce qu'il y a eu de cette vie-là, c'était surtout la capacité de lire les dynamiques humaines, à rester calme, à influencer sans imposer. Et j'ai vu également un guérisseur herboriste. Il faisait des soins, ça touchait beaucoup la nature, la médecine douce, le service. Puis c'est des incarnations qui expliquent un mélange unique de son intelligence, de sa sensibilité, de sa maîtrise, de sa profondeur et de son élégance intérieure. Je vous présente la troisième trame sonore de Chris Pine qui s'appelle Dance Me to the End of Love. Pour cette dernière trame consacrée à Monsieur Pine, je vous propose un moment tout en légèreté, en charme et en spontanéité. C'est une compilation de toutes ces scènes de danse au cinéma montées sur Dance Me to the End of Love. Et c'est un Chris Pine joueur, libre, expressif, parfois drôle, parfois élégant, mais toujours magnétique. Puis à travers ces images, on découvre un homme qui ose se laisser aller, qui ne se prend pas trop au sérieux et qui incarne un masculin capable de danser avec la vie. Laissez-vous porter par ce mélange de sensualité, d'humour et de présence. C'est un Chris Pine qui bouge, qui rit, qui s'abandonne et qui nous rappelle que la joie est aussi une forme de beauté. Quand Chris Pine s'avance vers la table ronde, je sens immédiatement une vibration indigo profonde, presque silencieuse. C'est une présence qui ne cherche pas à occuper l'espace, mais qui le densifie. C'est une présence qui ne parle pas fort, mais qui résonne. Une présence qui ne s'impose pas, mais qui imprime. Je l'accueille et je m'installe dans cette qualité de présence qu'il m'invite à habiter. Une présence lucide, fine, attentive. Avec lui, on ne peut pas tricher. Avec lui, on ne peut pas se cacher derrière les mots, puis on doit être vrai. Il s'assoit à la table ronde et ça change de texture. L'air devient plus clair, plus précis, comme si chaque particule se mettait à vibrer à une fréquence plus subtile. Je sens que son âme est celle d'un analyste scribe, mais c'est un passeur de sens. Il ne vient pas pour séduire, il vient pour comprendre et pour être compris. J'ai pris une respiration et je lui ai ouvert un espace. Puis Chris parle doucement, mais chaque mot est pesé, choisi, ajusté. Il me dit que sa vie est une succession de moments où il a dû apprendre à se voir lui-même, au-delà des rôles, au-delà des attentes et au-delà des projections. Il dit, j'ai longtemps cru que ma valeur venait de ma capacité à performer, à être bon, à être juste, à être utile. Mais plus j'avance, plus je comprends que ma valeur vient de ma capacité à être présent, à être lucide, à être intègre. Je sens dans sa voix une maturité rare, une sagesse qui ne vient pas de l'âge, mais de l'introspection. Il me parle de la célébrité comme d'un miroir déformant, d'un amplificateur de projection, d'un terrain où l'on peut facilement se perdre si l'on ne sait pas où se trouve son centre. Il me dit, je ne veux pas être un personnage, Julie, je veux être un homme qui cherche, un homme qui doute, un homme qui apprend. Je l'écoute et je sens que son âme est venue dans cette vie pour affiner, comprendre, décoder, transmettre. Et c'est là que son âme me parle de la vulnérabilité comme d'un territoire qu'il a longtemps évité. Il me dit qu'il a appris à être fort, à être stable, à être fiable, mais qu'il a mis du temps à comprendre que la vraie force n'est pas dans la maîtrise, mais dans la permission. La permission d'être touché, la permission d'être affecté, la permission d'être humain. Et je sens que c'est un homme qui a longtemps porté son cœur comme un objet fragile qu'il fallait protéger et qu'aujourd'hui il apprend à le porter comme un instrument qu'il faut laisser vibrer.
Il est arrivé avec un point de vue sur l'amour, les relations et l'intimité en me disant que l'intimité est pour lui un terrain sacré, qu'il ne s'engage pas facilement, qu'il a besoin de confiance, de clarté, de vérité, qu'il préfère la profondeur à la quantité et la nuance à l'intensité superficielle. Il ne veut pas être aimé pour ce qu'il représente. Il veut être aimé il dit, je veux être aimé pour ce que je suis quand les projecteurs s'éteignent. Puis là, j'ai vu que son âme cherche une relation où il peut respirer, penser, sentir et être. Je me suis tournée vers lui et j'ai vraiment comme bien saisi ce que son âme a besoin de chaleur. Alors, je lui ai offert un soin du réchauffement du cœur. J'ai été adoucir les angles, détendre la vigilance, ouvrir l'espace où il peut sentir plutôt canaliser. Je lui ai permis de respirer dans sa sensibilité sans la craindre. Puis, son cœur énergétique s'est ouvert, s'est déstendu comme un muscle crispé depuis trop longtemps. Puis là, il y a eu un effet de joie qui est monté. Puis c'est une lumière blanche jaune qui est venue corriger aussi son œil droit. Il y avait, je sais pas, ça en a profité et ça a réajusté. Et puis là, quand il a vu que je lui offrais tout ça avec la lumière qui vibrait en moi, il a décidé de jouer lui aussi. En me regardant faire, il a essayé de le faire pareil. Et il m'a renvoyé une énergie de centrage mental. C'est pour que mon esprit devienne plus clair, plus ordonné, plus précis, que ça m'aide à structurer mes émotions, à canaliser mes visions, puis à donner une forme nette à ce que je porte. Puis c'est comme si son âme me disait, tu vois, beaucoup Julie, je t'aide à organiser ce que tu vois. Puis il m'a tendu un carnet aux pages vierges, un manuscrit symbolique, un espace d'écriture sacrée. Il m'a dit, tu n'es pas ici pour répéter, tu es ici pour écrire ce que personne n'a encore osé dire. Tu es ici pour mettre des mots sur ce que les autres ressentent sans pouvoir l'exprimer. C'est ton don, c'est ta mission, c'est ton héritage. Alors j'ai reçu ce cadeau comme une confirmation profonde de mon rôle. Et puis, j'ai posé ma main sur son cœur énergétique, puis là, je l'ai béni. Je te bénis de chaleur pour que ton intelligence devienne lumière. Je te bénis de douceur pour que ta lucidité devienne compassion. Je te bénis de courage pour que ta vérité devienne un phare. Et je te bénis d'amour pour que ton cœur n'ait plus jamais peur de s'ouvrir. Il a fermé les yeux, reçu et intégré. Et c'est quelque chose qui s'est déposé en lui. Enfin. Alors voilà pour Chris Pine. Passons maintenant à notre deuxième Chris du jour. Et je vous présente cette trame sonore consacrée à Chris Hemsworth. Je vous propose un moment absolument irrésistible, une vidéo où on le voit danser dans une émission australienne. Ici, on découvre un Chris complètement décontracté, joueur, lumineux, qui se laisse aller dans une aisance surprenante. C'est un instant où le masculin se fait joyeux, spontané et accessible. Un homme qui bouge avec plaisir, qui rit, qui s'amuse et qui nous rappelle que la légèreté est aussi une force. Laissez-vous porter par cette énergie vivante, par cette liberté assumée et par ce simple plaisir de voir un acteur qu'on admire se dévoiler dans toute son humanité dansante. Je précise qu'il y a plusieurs émissions de danse qu'il a fait et que c'est un artiste agréable à se promener dans son univers. Sérieusement, il chante, il danse, il bouge. J'avais beaucoup de choix, puis c'est bien présenté. Il s'assume bien. En tout cas, j'ai trouvé ça révélateur. C'est un acteur que je connais pas beaucoup. J'ai pas écouté vraiment de choses de lui. Je m'excuse. Fait que j'apprends à le connaître en même temps que vous. Alors, nous recevons l'un des acteurs les plus aimés aussi de sa génération, un homme dont la présence à l'écran est devenue iconique, Chris Hemsworth.
dont son vrai nom est Christopher Hemsworth, né le 11 août 1983 à Melbourne, en Australie. Il a aujourd'hui 42 ans. Chris grandit dans une famille simple et soudée. Son père, Greg, est conseiller en services sociaux et sa mère, Léonie, est professeure d'anglais. Il est le frère du comédien Luke Hemsworth et du très populaire Liam Hemsworth, d'origine néerlandaise, anglaise, irlandaise, écossaise et allemande. Il passe son adolescence au Edmond College, puis s'installe à Phillip Island. Mesurant 1,91 m, pesant entre 95 et 100 kg, Chris Hemsworth est aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée de 130 millions de dollars américains. Il commence sa carrière en Australie en 2002 dans plusieurs séries locales dont Guenièvre Jones, Neighbours, Martial Law et De Grands Galops. Mais c'est en 2003 qu'il décroche son premier rôle, Kim Hyde, dans The Summer Bay. Il restera 4 ans, deviendra l'un des visages les plus populaires du pays et récoltera plusieurs nominations aux Logie Awards. Il participe aussi à Dancing with the Stars en Australie, où il est éliminé à la 6e position. En 2007, il quitte la série et s'envole pour les États-Unis où il enchaîne les auditions. Il passe tout près de décrocher des rôles majeurs dans The X-Men Origins, Wolverine et G.I. Joe, mais le destin lui réserve autre chose. En 2009, il fait l'entrée remarquée au cinéma en incarnant le père de James T. Kirk dans la scène d'ouverture de Star Trek. Et la même année, il joue dans Escapade fatale. En 2010, il tient le rôle principal du film Cash, un thriller qui confirme son potentiel de star. C'est en 2011 que Chris devient mondialement connu en incarnant Thor, le dieu du tonnerre, dans le film de Kenneth Branagh. Ce rôle le propulse instantanément au rang de star internationale et fait de lui un pilier de l'univers cinématographique de Marvel. Donc, les années suivantes confirment son statut. La cabane dans les bois en 2012 est acclamée par la critique. Avenger 2012, qui a été un succès planétaire. Blanche-Neige et le Chasseur en 2012, aux côtés de Kristen Stewart et de Charlize Theron. Il a joué dans Rush en 2013 où il incarne le pilote James Hunt. Et en 2013, Thor, le monde des ténèbres. Il a un autre Avenger, l'ère d'Ultron en 2015. Au cœur de l'océan en 2015 sous la direction de Ron Howard. SOS Fantôme en 2016 où il surprend dans un registre comique. Il y a un autre Thor, Ragnarok, excusez-moi, 2017, et un immense succès critique et commercial. Il joue à nouveau dans Avenger Infinity War en 2018 et Avenger Endgame 2019, deux phénomènes mondiaux. Il joue dans Our Soldier en 2018, Bad Time at the El Royale 2018, Men in Black International 2019, Tyler Rate 2020, Tyler Rate 2 2023, deux succès Netflix, Spider-Head 2022, Thor, Love and Thunder 2022, Furiosa, une saga Mad Max 2024 où il incarne un vilain, un rôle salué par la critique. Il joue également dans les Transformers, le commencement en 2024 où il prête la voix à Optimus Prime. Il joue dans Crime 101 en 2026 et Avenger Doomsday qui est prévu pour 2026. Donc, M. Hemsworth prête sa voix également à Thor dans plusieurs séries animées, dont Loki and What If dans des jeux vidéo Thor, Good Thunder et Lego Marvel's Avenger. Il a eu 58 nominations et 20 récompenses. Chris Hemsworth est l'un des acteurs les plus décorés de sa génération. Il a été honoré au Teen's Choice Award, MTV Award, People's Choice Award, Kids Choice Award, BFATA Rising Star, AACT Award, Jupiter's Award, Critic Choice Award et plusieurs associations de critiques. Ses rôles dans Thor, Avenger, Rush, Le Chasseur et La Reine des Glaces, SOS Fantôme
Horse Soldier, Men in Black International, Tyler Rake et Fusion Furiosa ont tous été salués. Depuis 2010, Chris partage sa vie avec l'actrice espagnole Elsa Pataky. Ils se sont mariés le 26 décembre 2010, quelques mois seulement après leur rencontre. Ils ont eu 3 enfants, une fille née en 2012 et des jumeaux en 2014. Chris Hemsworth soutient plusieurs organismes, dont Baby to Baby, CORE, Oceania, les fonds du cinéma et de la télévision, le mémorial Robert F. Kennedy et divers événements caritatifs. Il est impliqué dans 13 causes, notamment la conservation, l'environnement, les océans, les enfants, les animaux, la pauvreté, les handicaps physiques et mentaux et l'art créatif et les droits humains. En 2023, il révèle qu'il possède une prédisposition génétique à la maladie d'Alzheimer. Une annonce faite avec beaucoup de courage et de transparence. Puis en 2024, il est critiqué pour une publicité touristique en collaboration avec le gouvernement d'Abu Dhabi. Certains lui reprochent de ne pas avoir mentionné les enjeux liés aux droits humains. Chris n'a jamais été un mannequin professionnel au sens strict, mais il a souvent travaillé comme modèle, surtout après son explosion dans le rôle de Thor. Il a posé pour plusieurs campagnes et éditoriaux de mode, notamment au niveau des magazines GQ, Men's Health, Men's Fitness, Vanity Fair, Esquire, Details, Men's Journals. Ses shootings sont souvent considérés comme du travail de mannequinat, même si ce n'est pas son métier principal. Puis au niveau des campagnes publicitaires, il a été aussi le visage de Tag Heuer, une sorte de montre, Hugo Boss, parfum et mode masculine, Dr. Martens, campagne australienne plus ancienne, Foxtel, campagne stylée aussi en Australie. Et puis, ben, son image publique, elle est surtout à cause de son physique athlétique, son style très photographié et son statut d'icône Marvel. Il est le visage recherché dans l'industrie de la mode masculine, même sans être un mannequin officiel. Bien qu'il ne soit pas mannequin de profession, pour la deuxième trame sonore, c'est un extrait de Chris Hemsworth Funny Singing Compilation. C'est une compilation où il chante, où il s'amuse, où il se laisse aller, où il ne se prend pas au sérieux. Et on adore ça parce que ça nous ramène à l'essentiel. La lumière n'a pas besoin d'être parfaite pour être vraie. Cette musique, ces extraits, cette énergie, c'est la version la plus simple, la plus joyeuse, la plus authentique de Chris. C'est lui sans costume, sans rôle, sans pression. C'est lui qui rit, qui joue, qui se trompe, qui recommence et qui s'amuse. Et j'ai voulu que vous l'entendiez avant qu'il entre dans l'espace sacré de la table ronde parce que cette légèreté-là, cette joie-là, cette spontanéité-là, c'est aussi une forme de spiritualité. C'est une médecine, c'est un soin. C'est une vibration qui ouvre le cœur autrement. Alors, je vous invite à écouter cette trame comme un portail de joie, un rappel que même les âmes les plus fortes, les plus lumineuses, les plus impressionnantes ont besoin de rire, ont besoin de jouer et d'être humaines. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ces énergies? Ben, de la présence, de la générosité, de la chaleur, de la force, de la noblesse et de l'expression créatrice. Il est protecteur, loyal, familial, flamboyant, profondément cœur centré. Ce que ça donne chez lui, ben, c'est un charisme naturel qui ne s'apprend pas. C'est une énergie solaire qui attire. C'est un leadership instinctif. C'est un besoin de créer, de jouer, de rayonner. Une grande fidélité envers les siens. Puis une force physique qui reflète une force intérieure immense. Le lion chez lui n'est pas égotique, il est généreux, bienveillant et protecteur. Donc, on remarque également chez lui une énergie de sensualité, un besoin de stabilité. Il y a l'amour du confort, il y a l'attachement à la nature. C'est une personne patiente. On voit également une douceur émotionnelle, une hypersensibilité.
un instinct protecteur, un lien très fort à la famille, puis une mémoire émotionnelle profonde. Il a un cœur immense, une tendresse, une solidité émotionnelle. Puis on le voit dans une énergie expansive, qui a le don de l'humour, qu'il est optimiste, qui a un esprit d'aventure, qui a un besoin de liberté. Il y a une énergie d'impulsion également, de courage, d'action et de spontanéité. Puis on le ressent dans ses jeux. C'est physique, instinctif, généreux, direct. C'est un chemin de la structure, de la discipline, de la construction, de la stabilité. Ça veut dire que chez lui, c'est un travailleur acharné qui a un besoin de bâtir quelque chose de solide, qui a une loyauté profonde, qui a un sens du devoir, qui a une constance, qui a une fiabilité. C'est l'équilibre entre la force et la vulnérabilité, entre le contrôle et la confiance, et entre l'effort et le repos. Et puis, au niveau de sa couleur d'âme, il est or solaire. Ouais, c'est la couleur des leaders naturels, des protecteurs, des êtres qui rayonnent, des âmes généreuses, des cœurs nobles. Je me suis demandé, je dis, était-tu jaune? Puis, non, c'est jaune or, c'est or. J'ai la nuance des teintes des fois, hein. Mais en tout cas, c'est l'or est la couleur des âmes qui viennent élever, réchauffer, inspirer. Et ça, il y a un contrat d'âme avec bien des petits garçons du monde qui inspire énormément. Sérieusement, son rôle de Thor, ben, je pense que je vais l'écouter. Ça m'a donné le goût d'ouvrir cette porte-là. En tout cas, tout ça pour dire qu'il vient de la famille d'âme des guerriers de lumière. Donc, ce sont ceux qui protègent, qui inspirent, qui donnent la force, qui incarnent le courage et qui ouvrent la voie. Ce sont des âmes qui viennent pour défendre, soutenir, élever les autres par leur force et leur cœur. J'ai regardé au niveau de ces incarnations antérieures, j'ai effectivement vu un guerrier, chef tribal. C'était déjà une âme dans cette incarnation-là qui avait à protéger le clan, qui a mené des hommes, qui a combattu pour les siens et qui a incarné la force physique et morale. J'ai vu également un explorateur de type navigateur dans l'aventure, les découvertes, le courage, le dépassement, et il travaillait pour le roi d'Espagne à cette époque-là. J'ai vu également un guérisseur du corps, des soins, une force tranquille, une présence rassurante, un petit peu celtique, près des énergies druidiques en tout cas. Et j'ai vu également un héros mythologique. C'est pas sur Terre, mais ça explique son or solaire, parce que c'était vraiment une figure solaire, donc une incarnation très proche du Soleil. Fait que son énergie, c'était vraiment de héros, de protecteur, et c'était vraiment une figure charismatique avec un gabarit assez saisissant. Il était beaucoup plus grand, puis une vibration masculine aussi. Bref, ces incarnations expliquent un mélange unique de force, de chaleur, de loyauté, de courage, de générosité et de rayonnement solaire. Et pour conclure cette série de trames consacrées à Chris Hemsworth, je vous propose un montage profondément touchant intitulé Beautiful Angel. Cette vidéo rassemble certains de ses moments les plus lumineux, plus humains, plus authentiques, ceux où sa douceur et sa générosité et sa présence intérieure prennent toute la place. On y découvre un Chris au-delà du héros, au-delà du physique et du personnage. Un homme qui rayonne de par sa bonté, sa simplicité et par cette lumière tranquille qu'il porte naturellement. Laissez-vous toucher par cette énergie apaisante, par cette beauté qui ne cherche pas à impressionner, mais qui émane de l'intérieur. Un hommage qui révèle le cœur derrière l'icône. Et maintenant, quand Chris Hemsworth s'avance à la table ronde, l'atmosphère change immédiatement. L'air devient plus chaud, plus dense, plus vivant. C'est comme si un soleil entrait dans la place, pas un soleil écrasant, mais généreux, protecteur, ouvert. Et puis je le regarde s'approcher et je sens une énergie dorée, expansive, palpable. Il ne force rien, il ne joue rien, il est simplement entièrement présent.
Il s'assoit à la table ronde et ça se transforme. Là où Chris Pine avait apporté de la lucidité, de la finesse, de la précision, Chris Hemsworth apporte la chaleur, la force, la joie, la solidité. Et là, je sens que son âme est celle du guerrier de lumière, le protecteur, le pilier, un être qui porte naturellement, instinctivement, sans même s'en rendre compte. Je prends une inspiration et je m'ouvre à lui. Chris parle avec une simplicité désarmante. Il me dit que la force pour lui n'a jamais été une façade, elle n'a jamais été un masque, elle n'a jamais été un rôle. Il dit, j'ai grandi dans une famille où la force, c'était l'amour. La force, c'était la présence. La force, c'était être là. Pas être parfait, mais juste être là. Et puis, je regarde chez lui, puis je sens que sa force à lui n'est pas une armure, c'est un don, une nature, une émanation. Il me dit qu'il a longtemps cru que son rôle était de protéger, de porter, de tenir. Et avec le temps, il a compris que la vraie force, c'est aussi de se laisser porter. On ne peut pas être le pilier de tout le monde si on ne laisse jamais personne être le nôtre. Puis, j'ai trouvé que c'est une sagesse simple, mais profonde. Une sagesse qui vient de l'expérience de la famille, de l'amour et du réel. Je les remercie. Puis, Chris Hemsworth me parle de sa célébrité avec une humilité rare. Il me dit qu'il n'a jamais cherché à être un symbole, qu'il n'a jamais voulu être un modèle, qu'il voulait juste travailler, créer, jouer et vivre. Il dit que le rôle de Thor m'a donné beaucoup. Il m'a aussi demandé beaucoup. Quand on devient un héros pour des millions de gens, on oublie parfois qu'on a le droit d'être humain. Je sens que ce rôle a été pour lui une bénédiction, mais aussi un poids, une lumière, une ombre, un tremplin, mais une cage. Il me dit qu'il a dû apprendre à se retrouver en dehors du costume, à se rappeler qu'il n'était pas un dieu, mais un homme, un père, un mari, un être humain avec des limites, des peurs, des fragilités. Il dit, la vraie force, Julie, c'est de savoir quand s'arrêter, quand dire non, quand se choisir. Et puis, j'ai vu que cette phrase-là vient de très loin en lui. Quand il parle de sa famille, son énergie change, elle devient encore plus chaude, plus douce, plus stable. Il dit, ma famille est mon centre, c'est ma vérité, c'est ce qui me ramène à moi. Et pour lui, l'amour n'est pas un concept, c'est un ancrage, une direction, une raison d'être. Il me dit qu'il a appris à ralentir, à dire non à Hollywood, à dire oui à ses enfants, à sa femme, à sa vie réelle. Il ne veut pas être un héros pour tout le monde si je ne suis pas un héros pour mes enfants. Et puis cette phrase m'a traversée. Elle est simple, vraie, immense. Chris me parle ensuite de sa prédisposition génétique à l'Alzheimer. Il m'en parle sans drame, sans peur, sans pathos. Ça m'a ramené à l'essentiel, à ce qui compte vraiment, me dit-il, à ce que je veux laisser derrière moi. Pas en termes de film, en termes d'amour, en termes de présence, en termes d'âme. Et cette révélation a été un pivot dans sa vie, un appel, un recentrage à vivre plus consciemment. Puis je me suis retournée vers lui et j'ai senti exactement ce que son âme avait besoin, de légèreté. Alors je lui ai offert un soin pour alléger le poids qu'il porte, celui du porteur, du pilier, du héros. Puis je suis venue détendre ses épaules énergétiques, ouvrir son plexus, libérer la pression invisible qu'il porte depuis des années et surtout on a illuminé son cerveau. Ça lui a permis de respirer dans sa vulnérabilité, de se déposer, de se laisser être. Puis ça a changé quelques codes dans la zone où la mémoire est. Et puis, son énergie s'est relâchée comme un grand guerrier qui accepte enfin de poser son armure. Mais il a voulu participer également à échanger, à nous transmettre une force solaire,
une force douce, stable, ancrée. Et ça a ouvert mon plexus, puis ça s'est comme enfoncé, puis ensuite ça l'a rayonné. J'ai vibré une puissance tranquille, une confiance profonde et une souveraineté lumineuse, comme si ça avait réactivé une dynamique qui était là, mais qui l'avait comme amplifiée. Et puis, c'est- puis il me dit une phrase saisissante. Tu n'as pas besoin de te battre pour exister, tu existes déjà et tu es assez. Il m'a tendu un manteau de lumière, pas une arme, mais un symbole. Il me dit, tu n'es pas ici pour te défendre, tu es ici pour te tenir debout. Et ce marteau est ton ancrage, ta force, ta souveraineté. Tu n'as rien à prouver, seulement à être. Et j'ai reçu ce cadeau comme une reconnaissance de ma puissance intérieure. C'est alors que j'ai mis ma main sur son plexus et je lui ai dit, je te bénis de douceur pour que ta force ne devienne jamais un fardeau. Je bénis ta clarté pour que ton cœur reste ton guide. Je te bénis de lumière pour que ton chemin reste noble et vrai. Et je te bénis d'amour pour que tu n'oublies jamais que ta plus grande force, c'est ton humanité. Il a fermé les yeux, a intégré et enraciné une belle lumière bleutée, cobalt douce. Puis il y a quelque chose qui a changé en lui, comme s'il s'apaisait profondément. Alors voilà, si ça a dirigé comme ça pour la table ronde, probablement dans une prochaine émission, dans un prochain retour, je vais leur demander leur position, ces enjeux mondiaux, mais là, il y avait d'autres choses à nous livrer. C'était une table ronde, mais sur un autre sujet. Alors, je vais prendre un moment pour vous remercier, vous qui êtes là semaine après semaine, vous qui ouvrez votre cœur, votre conscience, votre curiosité, vous qui marchez avec moi dans ces espaces où l'humain rencontre le sacré, où les histoires deviennent des portails, où les âmes se reconnaissent. Merci pour votre évolution, merci pour votre ouverture, merci pour votre intérêt profond. Merci pour votre temps, votre présence, votre écoute. Chaque fois que vous êtes ici, vous contribuez à élever la vibration de cette communauté. Vous faites partie de ce cercle, de ces piliers de lumière, vous aussi. Et si cette émission vous touche, vous nourrit, vous fait réfléchir, vous fait vibrer, ben, je vous invite à la partager sur vos réseaux, à aimer notre chaîne YouTube, à suivre notre page Facebook, à faire évoluer cette lumière, cette conscience, cette beauté. Parce que plus on est nombreux à s'émerveiller, plus le monde change. Je vous rappelle aussi que je suis disponible pour des consultations privées pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, plus profondément et plus intimement dans leur cheminement. Et sur ma chaîne, vous trouvez une multitude de méditations guidées, de soins, d'enseignements et des ateliers sur les rayons pour vous accompagner dans votre expansion, votre guérison, votre expansion, votre guérison et votre alignement. Alors aujourd'hui, nous avons accueilli Chris Pine et Chris Hemsworth à la table ronde, deux magnifiques vibrations différentes, deux présences qui nous ont offert leur vérité et leur humanité. Puis la semaine prochaine, nous recevons Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan, deux âmes de deux femmes, de deux parcours, deux forces, deux histoires qui vont nous amener ailleurs, autrement et profondément. Je vous invite à être là, à revenir, à continuer ce voyage avec moi. Je vous bénis, je vous remercie, je vous honore. Bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de votre lumière. Soyez bénis.